D'accord. Donc, on va prendre l'exemple de ce AEC 70. On va prendre son schéma et on va voir comment la batterie se charge. Voilà, comme je l'ai dit, pour charger la batterie, c'est pas aussi compliqué. Mais si vous ne comprenez pas comment charger la batterie, lorsque vous allez avoir un problème de batterie qui ne charge pas, vous ne saurez pas comment régler ce problème-là. Voilà, donc il faut savoir comment la batterie se charge. Et quand vous savez comment la batterie se charge, alors vous pourrez régler un problème de recharge de la batterie. Frère, comme je vous le dis toujours, les choses ne sont pas aussi compliquées. Mais c'est parce qu'en fait, les gens ne maîtrisent pas. Voilà, les gens ne maîtrisent pas le fonctionnement de la puce de charge. Comment la puce de charge s'arrange à charger la batterie, les gens ne maîtrisent pas. Et si vous ne maîtrisez pas, frère, lorsque votre batterie ne charge pas, vous ne pouvez pas gérer le problème. Est-ce que c'est la batterie? Est-ce que c'est la puce? Est-ce que c'est tel ou tel élément? Vous ne pourrez pas régler. Voilà. Et vous allez tâtonner. Vous allez brûler la carte mère du client. Et frère, encore ils vont dire Ramba va tomber sur ta tête. Il va t'envoyer au commissariat. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, on va prendre l'exemple de cette carte mère A7. Voilà sa puce de charge qui est ici. C'est ISL. Voilà. Voilà la puce de charge qui est là, ISL. Voilà, donc on peut télécharger ça. On peut télécharger ça. Voilà. Voilà la puce qui est téléchargée. Son schéma est là, le datasheet. Voilà la puce qui est là. Voilà. Vous voyez les pattes. Voilà. Les pattes de la puce de charge que vous voyez là, chaque patte a un rôle bien précis. Chaque patte a un rôle très bien précis. C'est pas au hasard. Il y a des pattes qui s'occupent du fonctionnement de la puce. Ces pattes en anglais on appelle functional pin. Il y a des pattes aussi pour l'activation. Il y a des pattes pour l'activation. Il y a des pattes qui servent de programmation. Il y a des pattes qu'on appelle les protections pin. Ça permet de protéger la puce elle-même et puis la carte mère. C'est-à-dire qu'en cas de surtension, bien de surintensité, vous allez voir que le courant va se couper. Il y a des pattes aussi qui contrôlent la puce PWM. Là, vous savez que la puce de charge va pédaler les MOSFET. Ouais, voilà deux MOSFET ici. Sur le schéma ici, il y a ce MOSFET et puis celui-là. Je vais agrandir un peu. Voilà. La puce de charge va switcher les gates de ces deux MOSFET là afin de découper la 19 volts qui vient sur le high MOSFET. Vous voyez, voilà AC. Ici, c'est la veine 19 volts. La 19 volts qui vient et ce high MOSFET va découper ces 19 volts là pour déposer ça sur la bobine qui est là. Et ce courant là va partir charger la batterie. Voilà, donc il y a une puce PWM ici dans la puce de charge. C'est cette puce là qui se charge de, si vous voulez manipuler les gates des MOSFET là, de les pédaler. Voilà, il y a une puce PWM ici. Voilà, donc il y a des pattes qui s'occupent de ça. On va appeler ça des pins de contrôle. Donc la puce de charge a des pins de contrôle de la puce PWM pour pouvoir découper le courant, chers frères. Si vous avez besoin des détails, quand vous inscrivez à nos cours, on va vous donner les détails. Quels sont ces pins là au niveau du fonctionnel, du fonctionnement, au niveau de l'activation, au niveau de la programmation, la protection et le contrôle, la puce PWM. Quels sont ces éléments? On va vous montrer. Voilà. Donc voilà
le schéma ici de la puce de charge. Voilà, ce schéma qui est là, hein, ça vous montre comment utiliser cette puce de charge là dans un circuit. Voilà, quand le fabricant fabrique la puce, il fait ce schéma là pour dire, bon, si tu dois monter cette puce dans un circuit, voilà les éléments, hein, qui doivent être en relation avec cette puce là. Voilà, c'est pourquoi on donne ce schéma comme ça. Tous les éléments qui sont ici, il y a leur valeur. Hein. Le datasheet donne leur valeur. Voilà, la résistance, quelle valeur, le condensateur, patati patata. Donc, vous voyez ici, voilà la batterie ici qu'on doit charger. Voilà, qu'est-ce qui va se passer? La puce, comme je l'ai dit, va manipuler, hein, va pédaler les gates de ces deux MOSFET là. Hein, et puis, hein, un pédale avec quoi? Vous voyez ici, U-gate et puis low gate. Ici. Voilà, donc, en gros, quelles sont les puces, les pattes de la puce de charge qui s'occupent de la recharge de la batterie? Les éléments qui s'occupent de la recharge de la batterie, frère, voilà les éléments là. Je vais encadrer ça pour vous. Voilà, voilà ces éléments là. Voilà, donc, tous les pins connectés à ces éléments là participent à la recharge de la batterie. Voilà, les pins qui sont concernés directement. Ceux qui sont concernés directement, c'est eux que j'entoure ici. Voilà. Si vous voulez, on va venir prendre un petit élément ici. Voilà. Bon, je vais pas prendre les MOSFET, ils sont dedans, mais voilà. Voilà. Donc, voilà les éléments essentiels, hein, qui sont là. Bien entendu, les MOSFET sont dedans et il y a un élément très essentiel ici, ce condensateur. Voilà, donc bon, je vais enlever les éléments même. On va se contenter des pins. On va se contenter des pins. Voilà, si on veut mettre les éléments dans le schéma, ça ne sera pas joli. Donc, on va se contenter des pins. Voilà, donc en gros, voilà les pins, hein, qui chargent la batterie. Quand votre batterie ne charge pas, venez tester ces pins là. C'est pas la peine de tester toutes les pattes de la puce de charge, non, ça vaut pas la peine. Voilà les pins qui rentrent en ligne de compte de la recharge de la batterie, les pins essentiels. Voilà, donc lorsqu'il y a un problème au niveau de la section DC-in, au niveau de l'alimentation, frère, voilà, c'est pas toutes les pattes qu'on teste. Voilà, en fonction du problème, on sait que ça, c'est les pins, hein, du fonctionnement, de la protection, on les teste. Au niveau de la recharge de la batterie aussi, c'est la même chose. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe? Comment ces pins là s'arrangent, ces pattes là s'arrangent à charger la batterie, frère? C'est ce que le professeur va essayer de vous expliquer. Il ne va pas essayer, il va expliquer. Parce que chez nous, comme je dis, on ne tâtonne pas. Le professeur va vous expliquer. Je vais prendre une feuille blanche pour vous expliquer. Voilà, donc notre batterie est ici. Je dessine notre batterie ici. Voilà ma batterie qui est là. Je vais appeler ça B+. Voilà. Et notre batterie doit recevoir, voilà, ici, voilà, sur la bobine là, un courant de charge. Le courant de charge lui-même est produit par qui? Comme je l'ai dit, il y a deux MOSFET ici, high MOSFET et puis low MOSFET. High MOSFET, il reçoit la veine. Voilà. Et ces deux MOSFET là, ici, on va avoir une puce qu'on appelle puce PWM. Voilà, puce PWM. C'est cette puce là qui va pédaler
les gates, hein, de ces deux MOSFET pour, hein, découper, hacher la 19 volts. Tu vas venir sur ces bobines pour charger notre batterie. Si vous voyez. Mais avant ça, dès que vous branchez votre batterie, hein, votre batterie doit se signaler. La batterie se signale, hein, la PWM est à l'intérieur de la puce de charge. On va prendre la puce ISL. Voilà. Dès que vous branchez la batterie va se signaler ici à travers un signal, hein, qu'on appelle la détection de la batterie, la présence de la batterie. Voilà. Bon, ça, je ne vais pas rentrer dans ces détails. Hein. Je sais que voilà, vous mettrez déjà ça. Elle doit se signaler, donc voilà, j'enlève ça. Voilà, on suppose que ça c'est déjà fait. La batterie c'est signalé, voilà. Donc la puce PWM, c'est elle qui va découper le courant qui vient de l'adaptateur, la veine, pour charger la batterie. Mais cette puce PWM là, il y a quelqu'un qui lui donne des ordres. Elle doit recevoir ce qu'on appelle des signaux de contrôle. Elle doit recevoir des signaux de contrôle. Voilà, il y a l'activation, hein, les signaux de contrôle. Hein. Quels sont ces signaux de contrôle? Il y a l'activation ici, par exemple. Si vous voulez, je vais mettre signal de contrôle 1 ici, signal de contrôle 2 ici, signal de contrôle 3, hein, activation et autres. Tout ça, c'est des signaux de contrôle. Mais ces signaux de contrôle sont à l'intérieur de la puce de charge, frère. Donc, on ne peut pas mesurer. On ne peut pas les tester directement. La difficulté, c'est ça. Ces signaux de contrôle là sont à l'intérieur de la puce. Donc, on ne peut pas les tester, hein, automatiquement, hein, directement. Hein, vous voyez ici. Voilà. Voilà, hein, les pattes dont je parle. D'autres ici. Et voilà la puce PWM ici. Et voilà les signaux de contrôle qui viennent. Voilà les signaux de contrôle qui viennent. Hein, les signaux de contrôle qui viennent. Ici, il n'y a pas assez de signaux de contrôle. Je vais vous montrer un autre schéma. Voilà, voilà une autre puce, la BQ24800. Vous voyez, ici, vous voyez les signaux de contrôle là. C'est beaucoup. Ouais, voilà les signaux de contrôle. Voilà les signaux de contrôle. Voilà les signaux de contrôle. Vous voyez. Voilà les signaux de contrôle. D'accord. Donc, on revient ici. Voilà. Donc, ces signaux de contrôle là étant à l'intérieur de la puce, on ne peut pas, hein, les mesurer directement pour savoir est-ce que la puce PWM a été activée. Est-ce qu'elle a eu ce signal de contrôle là, peut-être même de la température, parce qu'il y a la jauge de la température, tout ça là. C'est des signaux qui viennent, qui disent que la température est élevée, il faut arrêter de fonctionner, ou bien la température est bonne, il faut fonctionner. Et ces signaux de contrôle là, ils quittent où? Voilà. Où quittent les signaux de contrôle? Donc, ces signaux de contrôle, on va montrer où ils quittent pour voir est-ce qu'on peut les tester. Les signaux de contrôle quittent ici. Voilà. Il y a une puce ici, hein, qu'on va appeler host controller. Si vous voulez, on peut appeler ça aussi SMBOSS, hein, SMBOSS logique, ou bien contrôleur SMBOSS. Voilà. Donc, à l'intérieur toujours de la puce de charge, il y a une puce ici qu'on va appeler, hein, contrôleur SMBOSS. Voilà. Vous voyez, voilà le contrôleur SMBOSS qui est là. Voilà. Donc c'est cette puce là qui va envoyer, hein, cette puce qui est là, le contrôleur SMBOSS, c'est cette puce qui va envoyer ces signaux de contrôle là pour aller contrôler la puce PWM. Et cette puce même, comment cette puce fonctionne, comment elle est alimentée. Voilà donc la puce ici. Voilà.
que vous pouvez appeler SMBOSS Controller. Voilà. Et donc c'est cette puce là qui va être alimentée. Voilà son alimentation. VDD SMBOSS, ça l'alimente. Et elle va recevoir les deux signaux là, SMBOSS Clock, SMBOSS Data. Quand elle va s'activer, elle va produire ces signaux là. C'est ceux-là que j'ai appelé signaux de contrôle. Les signaux de contrôle que j'ai noté SC1, SCX. Voilà. Elle va produire ces signaux. Elle produit aussi, voilà, Enable. D'accord, donc elle produit ces signaux là que vous voyez. Vous voyez par exemple le Enable là, c'est lui qui va venir alimenter la puce PWM ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ce os là, ce os contrôleur, si il fonctionne pas, le SMBOSS contrôleur là, la logique, SMBOSS logique, s'il ne fonctionne pas pour produire cette activation Enable, votre puce PWM ne pourra pas déclencher les gates, les gates des MOSFET qui sont dehors ici là. Elle ne pourra pas, disons, les pédaler pour produire la tension pour aller charger la batterie. Voilà. Donc ces tensions là seront produites. Vous voyez même le enable là, il vient ici aussi. Vous voyez au niveau du feedback ici. Voilà. Comme je vous ai dit, les signaux qui sont ici là, on ne peut pas les tester directement. On ne peut pas les tester directement, mais de manière indirecte, on peut les tester. Vous voyez, les signaux de contrôle la plus les voilà ici. C'est à l'interne, c'est interne, donc on ne peut pas les tester directement, mais on peut les tester indirectement via les pins auxquels, les pins sur lesquels ils sont reliés. Donc quand on revient ici, vous voyez, même le enable vient activer ici pour qu'on puisse avoir le feedback. Pour qu'on puisse avoir le feedback. Vous voyez que sur le schéma, il y a le feedback. Il y a le feedback. Voilà le feedback ici. Voilà. Donc, cette patte-là est à l'externe. On peut tester. Voilà. Mais pour que ça marche, pour que ce signal-là puisse être là, il faut que l'activateur là soit là, enable. Vous voyez, et l'activateur est produit par qui? Par la SMBOSS logique. Et c'est ces signaux là qui vont servir de signaux de référence. Vous voyez, c'est des références. Ces signaux là vont servir de signaux de référence, et c'est ça qui va nous permettre, avec l'aide des comparateurs, à produire les signaux qui vont venir alimenter ici, contrôler la puce PWM. Et ces signaux de référence, vous voyez, ces signaux de référence là, SMBOSS, sont ici. Ces signaux là sont programmés au niveau de l'iOS ici. Voilà. Ces signaux sont programmés au niveau de l'iOS ici. S'il y a un BIOS dans l'iOS, ces signaux-là sont dans le BIOS ici, les signaux de référence. Ces signaux de référence-là sont ici, dans le BIOS. S'il n'y a pas de BIOS, vous allez avoir ça dans l'IC BIOS qui est rattaché ici. Ça veut dire quoi? Voilà. Ça veut dire que si votre iOS a un souci, votre batterie ne va pas charger. Si le BIOS est corrompu, il y a un souci, il ne va pas avoir la communication SMBOSS. Et donc la batterie ne va pas charger. Et même si la communication n'est pas bonne, la batterie ne va pas charger. Donc vous voyez qu'on retourne ici. Tout ça là, c'est contrôlé ici par l'iOS et le BIOS. Les références sont programmées dans le IC BIOS ici. Dans le IC BIOS ici, qui dépend de l'iOS. Voilà. Si le IC BIOS n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur, ça est dedans. Voilà. Donc vous voyez que souvent quand il y a un souci, une fois que vous avez testé ces éléments, qu'il y a un souci, que vous voyez que tout est ok, c'est qu'il va s'agir d'un problème de communication. En ce moment, vous allez mettre à jour votre iOS ou bien votre
ici BIOS. Parce que d'ailleurs, quand on dit programmer l'iOS là, c'est programmer le BIOS qui est dedans, c'est tout. Voilà. C'est le BIOS qui est dans l'iOS que vous programmez. Quand on dit que vous programmez l'iOS, vous voyez que quand vous voulez télécharger un fichier d'un BIOS, le fichier quand il vient, quand vous décompressez, il y a deux programmes. Il y a un programme pour le BIOS externe et puis un programme pour le BIOS interne. Et programmer le BIOS interne là, revient à programmer l'iOS. Donc, voilà. Donc, chers frères, donc voilà comment se fait la recharge de la batterie. Je ne suis pas rentré dans les détails. Quand vous allez vous inscrire à nos formations, je vais rentrer dans les détails pour vous expliquer. Donc, vous voyez que de manière indirecte, on peut tester la puce PWM pour savoir lorsque les MOSFET ne déclenchent pas. On peut tester pour savoir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi mes MOSFET qui sont à l'extérieur là ne déclenchent pas. Pourquoi ça ne déclenche pas? Souvent, non, c'est le MOSFET, c'est la puce de charge. Frère, c'est pas le MOSFET, c'est vrai. Il y a des cas, c'est les MOSFET, mais c'est pas tout le temps les MOSFET. Les MOSFET sont commandés par la puce PWM qui est à l'intérieur. Et cette puce PWM, à son tour, est commandée par, vous venez de voir, par l'iOS et par le BIOS. Voilà, donc, vous voyez, à travers le datasheet, on peut tester toutes les pattes qui rentrent en ligne de compte de la charge de la batterie. Et quand une batterie ne charge pas, frère, on peut aisément, maîtrisant le cours, on peut aisément trouver le problème. Regardez, je vais prendre un exemple simple par exemple. Je vais prendre un exemple simple ici. Et je vais terminer sur ça. Voilà. Pour ceux qui veulent s'inscrire à nos formations, vous regardez dans la description, les numéros du professeur Cassel sont là. Vous vous inscrivez, on va vous expliquer ça en détail. On va vous expliquer. Regardez par exemple, voilà la pub PWM qui est là. Regardez ce trigger de Schmitt qui est là. Ce comparateur. Vous voyez, ici, la référence c'est 155 degrés. Voilà. Et c'est 155 degrés qui est programmé dans le BIOS. Voilà. Et quand vous branchez votre batterie, voilà, la pile de charge à travers sa communication avec l'iOS et le BIOS, c'est que si elle chauffe, ça veut dire que sa base de hausse de température c'est 155 degrés. Voilà. Ça veut dire que si la pile chauffe à une température inférieure à 155 degrés, bon, il n'y a pas de problème. La pile PWM fait son travail. Ça ne va pas s'éteindre. Ça fait son travail. Il peut supporter. Voilà. Donc, la température actuelle de la puce, là, c'est ça qui est TJ. Ce que je veux dire, c'est que quand vous avez branché votre chargeur, la température de la puce à l'instant T, là, c'est ça qui est TJ. Réel. Voilà. La température réelle à l'instant T, c'est TJ. TJ peut être égal à 40 degrés. TJ peut être égal à 100 degrés. TJ peut être égal à 180 degrés. TJ peut être égal à 200 degrés. TJ peut être égal à 30 degrés. Voilà. Donc, en fonction de l'état de la machine, TJ, c'est la température réelle à l'instant T. Voilà. Et donc, si par exemple, j'ai branché mon chargeur pour charger ma batterie, et puis j'ai TJ, la pile de charge enregistre une température TJ de peut-être, et peut-être je prends 140 degrés par exemple. Est-ce que la puce PWM va accepter à 140 degrés? Est-ce que la puce PWM va accepter de charger la batterie? Voilà. Vous voyez, il y a un signal ici qu'on appelle T-chat. T-chat. Si ce signal-là, si ce signal-là est activé, s'il est actif, en anglais, on parle de accepted. If is accepted. Voilà. Donc, si le signal est accepted, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va faire son travail, il va agir. T-chat. S'il agit pour lui, il agit pour quoi? Il agit pour stopper, pour éteindre. Il agit pour éteindre la puce PWM. S'il agit, s'il est accepted. Voilà. Mais s'il n'agit pas, ça veut dire qu'il laisse la puce PWM travailler. C'est ce que ça veut dire. Accepted, dit accepted. Je vous ai dit, comprenez un peu l'anglais, faites l'effort. Si vous voulez
évoluer dans l'électronique, c'est important. Parce que tout est en anglais. Voilà, donc on est à 140 degrés Celsius. La référence ici que le BIOS a envoyé, la référence c'est 155 degrés. Voilà. Donc quand vous allez faire 140, si vous faites 140 moins 155, vous allez trouver 15. Vous trouvez 15 et les 15 là, le comparateur dit quoi? Avec les 15 ici, excusez-moi, c'est pas 15, c'est moins 15. Excusez-moi, 140, 140 moins 155, c'est pas 15, c'est moins 15. Voilà. Donc si on a moins 15, le signal qui est là, sera low. Au lieu de high, ça sera low. On va avoir une barre sur la tête, ou bien vous allez avoir ici dièse. Vous aurez T sur dièse. T sur dièse, ici c'est D accepted. Ça sera D, D accepted. D accepted. C'est le contraire de accepted. Voilà, ça veut dire que ça ne va pas enclencher. Ça ne va pas enclencher le processus d'extinction. Voilà, donc avec moins 15, ici on aura D accepted, on aura low. Ça sera T sur là, ça sera low. Et si c'est low, alors la puce PWM n'est pas dérangée, elle fait son travail. C'est-à-dire que si les autres signaux de déclenchement sont là, la puce PWM déclenche et elle fait son travail. Mais si au contraire, par exemple, vous avez peut-être 160 degrés. Vous allez faire 160 degrés, moins 155 degrés, vous allez trouver plus 5 degrés. Plus 5 degrés, le signal sera accepted. Ça sera enclenché. Si vous voulez activer, le signal va faire son travail. Donc, le signal T-shot, si vous voulez, qui veut dire stop PWM, va stopper la PWM, va dire à la PWM que la carte est trop chaude, la puce est trop chaude, donc il faut arrêter de fonctionner, de charger la batterie. Voilà. Donc, même si la puce de charge était en train de charger la batterie, vous allez voir qu'un coup, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est comme ça fonctionne. Donc, ces références-là sont dans l'iOS, si vous voulez, dans le BIOS. Et donc, vous voyez que si votre BIOS est corrompu et qu'il n'arrive pas à envoyer la référence, l'iOS n'arrive pas à envoyer par SMBus ces références-là, 155 degrés, bon, votre carte mère va brûler. Voilà, puisque la puce PWM ne va pas s'arrêter. La puce de charge ne va pas couper le courant, ça ne va pas s'arrêter. Donc, ça va chauffer jusqu'à un moment où vous allez entendre pouf. Vous voyez souvent les puces de charge brûlent. Parce que la référence n'est pas là. Le BIOS a un souci, ou bien il y a un souci qui fait que la communication n'est pas bonne. Il y a un souci sur la communication SMBus. Et donc, la puce de charge n'a pas pu avoir l'alerte pour couper le courant sur la carte mère. Frère, vous voyez, c'est intéressant. Comme je le dis, tout ça là, c'est intéressant. Il faut venir vous former. Le professeur Cassel dit toujours qu'il est là, il est disponible. Vous avez un souci, vous venez vous expliquer. Il y a plein d'étudiants qui peuvent témoigner. Qui avaient un souci, qui ont expliqué. Bon, on les a aidés à s'inscrire, à commencer les cours et un peu, avant la formation, ils ont soldé. Ils ont soldé. Voilà, soyez formés, frère, c'est important. Parce que si vous n'êtes pas formé, souvent les gens m'appellent, non, j'ai un ordinateur, la batterie a un souci, c'est comme ça. Bon, les gens, ils se disent qu'on va leur dire, bon, c'est tel problème. Non, frère, vous voyez, avec ce que je viens de démontrer, on ne peut pas vous dire que c'est tel problème. C'est pas possible. Parce qu'il faut comprendre le fonctionnement pour connaître les points de test. Il faut connaître le fonctionnement pour connaître les points de test. Parce que quand vous voyez même les SMBus Plus, SMBus Data, il y a des valeurs. Il y a des valeurs que nous considérons à l'oscilloscope. Il y a des valeurs là, c'est à l'oscilloscope nous considérons. Si vous prenez le multimètre, ça ne fonctionne pas. Le multimètre ne peut pas appréhender ces valeurs. Quand vous prenez même les SSP, voilà, les ACP, ACN, il y a des multimètres qui ne peuvent pas mesurer ces valeurs-là. Parce que le multimètre va te mettre 19 volts. Mais ce n'est pas bon. Il faut des multimètres de haute précision qui va te donner les vrais chiffres derrière les virgules. Peut-être 19, peut-être 17. Voilà. Parce que ces deux éléments
Hein? Ces deux éléments-là, frère. Hein? Il y a des gens, bon, je viens ici pour que vous voyez mieux. Vous voyez mieux ici. Voilà, je vais prendre. Voilà. Vous voyez ici, par exemple, voilà, voilà la résistance de détection qui est là. Je rappelle encore à tous ceux qui suivent nos vidéos, les assoiffés de réparation des 4 mers. Cette résistance qui est là n'est pas la résistance de charge. Cette résistance qui est là n'est pas la résistance de charge. C'est vrai, dans le passé, voilà, nous, tout ce qu'on nous a dit, on a avalé. Voilà. Moi-même, quand j'ai fait ma formation, on m'a dit c'est la résistance de charge. Donc, je répétais résistance de charge. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que ce n'est pas la résistance de charge. On a fait tous l'erreur de l'appeler résistance de charge. C'est pas ça. Cette résistance est appelée résistance de détection. La résistance de détection du courant du chargeur, c'est cette résistance qui est là. Et voilà la résistance de charge en bas ici. Hein? Voilà la résistance de charge ici. Celle-là qui va charger la batterie, c'est elle qui est la résistance de charge. Donc, retenez ça et corrigez-vous. Tout le monde peut se corriger. Comme je l'ai dit, moi-même, j'ai des vidéos dans lesquelles je mettais résistance de charge jusqu'à ce que, vous savez, quand on apprend, on évolue. Voilà, on n'est pas né avec la connaissance. On apprend la connaissance avec quelqu'un, mais quand on évolue, on grimpe des niveaux, nous-mêmes là, on peut se faire une opinion. On peut savoir si ce qu'on nous a appris là, c'est tout d'actualité ou bien c'est pas d'actualité. Et quand c'est comme ça, quand vous voyez des failles, il faut corriger pour les générations qui viennent. Il ne faudrait pas que l'erreur là soit copiée de manière perpétuelle, c'est pas bon. Donc vous voyez ici, la résistance de détection ici. Ici, vous devez mesurer 19 volts. Et puis, de l'autre côté ici, ça va diminuer un peu. Même si la résistance est faible, vous voyez, c'est pratiquement infusible. Voilà. Avec un multimètre de précision, vous allez mesurer ici peut-être 18, quelque chose. Et cette différence que vous allez faire là, ACP moins ACN, vous voyez ici ACP moins ACN. Quand vous allez faire ACP moins ACN, ça ne doit pas être égal à 0. ACP moins ACN doit être égal à quelque chose, peut-être 5 millivolts, quelque chose comme ça. Ou bien 10 millivolts. Voilà. Quand vous partez dans le datasheet, vous allez voir la valeur réelle de ACP moins ACN. Et cette valeur-là, c'est elle qui va permettre de charger la batterie ici. Cette valeur-là, vous allez voir ça ici. ACP, ACN. Voilà. De même, au niveau de la résistance de charge, là-bas, c'est la même chose. Vous voyez, voilà les deux valeurs-là. Et ça, c'est des valeurs qui sont très, très, très importantes pour charger la batterie. Vous ne devez pas trouver 0 ici. Il y a des valeurs seuil qu'on appelle threshold. Vous prenez le datasheet, vous allez voir le threshold. Voilà. Donc, quand vous mesurez ce delta, vous allez comparer à ce qui est écrit dans le datasheet. Est-ce que ça peut charger la batterie? Si ça ne peut pas charger la batterie, frère, c'est qu'il y a un souci au niveau du courant que votre chargeur envoie. On sait que ce courant-là va traverser les deux MOSFET. Est-ce que les MOSFET n'ont pas un souci? Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est les MOSFET, par exemple, qui chargent la batterie ici, il y a ce qu'on appelle le duty cycle, le rendement. Voilà. Chaque MOSFET a un rendement qu'il doit donner. Voilà. Si le rendement n'est pas bon, ça peut ne pas charger la batterie. Comme la batterie peut être chargée de manière lente, très lente. Comme la batterie peut être chargée de manière très rapide. Et puis, ce n'est pas efficace. Voilà. Tout ça, ça dépend du duty cycle. Et tout ça, ça provient d'où? Ça provient de ces deux delta. Frère, le professeur ne va pas rentrer trop en profondeur. Parce que ça pénalise ses élèves, ses étudiants. Mes étudiants qui ont payé, c'est eux seuls qui doivent avoir la priorité des détails. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, je suis rentré un peu plus en profondeur, mais ça ne fait rien. Voilà. Vous êtes tous mes abonnés, je vous chéris tous. Voilà. Et le professeur le dit et le répète. Les cours avancés continuent. Les cours que nous donnons, vous voyez, vous venez voir que c'est des cours très profonds, très avancés. On le fait toujours au tarif social. Tous ceux qui veulent s'inscrire
pour avoir les cours en profondeur sur le déploiement des 4 mais le professeur Cassel est toujours disponible. Et voilà notre numéro. Le professeur va mettre son numéro ici, 225. Voilà, 225 07 08 65 38 07. Voilà, j'ai écrit gros. Il y a un deuxième numéro ici, 225. C'est des numéros WhatsApp. 225 07 97 02 83 86. Voilà, ça c'est des numéros WhatsApp. C'est des numéros WhatsApp. Vous pouvez nous écrire, nous appeler et on va discuter et on va vous aider à bien vous former, frère. C'est bien de se former, mais il faut bien se former. Il faut avoir les cours qu'il faut. Voilà. Il faut avoir les cours détaillés en profondeur qu'il faut et le professeur Cassel est disponible pour vous, frère. Le professeur est là et vous pouvez le saisir. À tout moment, vous pouvez saisir le professeur Cassel, exprimer vos préoccupations et le professeur va vous aider à vous inscrire, frère. Vous voyez là, je suis encore couché. Vous voyez, moustiquaire, voilà, j'étais couché là et aujourd'hui dimanche. Voilà, je vais me réveiller. Maintenant, quand je me suis levé, c'est venu dans ma tête. J'ai dit, mais pourquoi ne pas faire un tutoriel? Pourquoi ne pas faire un tutoriel? Parce qu'il y a beaucoup d'abonnés souvent qui m'appellent pour ces genres de problèmes-là. Voilà, donc j'ai tenu à faire un survol. Parce que ça, c'est un survol. Ça, c'est un survol. Parce que c'est pas tout le monde qui comprend. Voilà, ceux qui sont un peu avancés peuvent comprendre ce que je dis et ils peuvent l'exploiter. Mais pour les débutants, c'est pas évident. Voilà. Mais comme je l'ai dit, je suis obligé de le faire ainsi pour ne pas pénaliser ceux qui payent. Maintenant, les débutants, ceux qui ont déjà peut-être fait des formations ailleurs, qui veulent approfondir, vous pouvez nous saisir. Le professeur est là, vous le saisissez et il va vous aider à mieux comprendre. Maîtriser en profondeur la section DC-IN. Voilà, la section DC-IN, la section de l'alimentation principale, primaire de la 4 mai. C'est notre travail. Sur ce, bon repos à tous et bonne exploitation de ce secret. Ça, c'est un secret qui est au plus profond de la marmite que je suis allé chercher pour vous aujourd'hui. C'est mon cadeau d'après les gens, mon cadeau de 2025. Voilà. C'est des cours vraiment, honnêtement, je suis jaloux même d'avoir fait sortir ça. Je suis jaloux de ça, mais ça ne fait rien. Je vous souhaite bonne exploitation. On garde le contact. On est ensemble.